Bonsoir, nous sommes le jeudi 9 septembre. Bienvenue dans Forum. Le pass Covid sera nécessaire pour assister aux cours à l'EPFL et dans les universités de Lausanne et Neuchâtel. Martin Vetterli, président de l'EPFL, viendra nous expliquer cette décision. Une affaire de notes de frais secoue à son tour le canton de Vaud. Les irrégularités constatées à la caisse cantonale de compensation pourraient se compter en centaines de milliers de francs. L'affaire est portée devant la justice. Comment a-t-on pu en arriver là ? On posera la question dans ce forum. Nous vous le révélions la semaine dernière, un laboratoire spécialisé dans les tests Covid est sous enquête à Neuchâtel. Il est suspecté de pratiques douteuses. Et bien l'affaire prend de l'ampleur puisque le canton de Vaud ouvre lui aussi une enquête. Explication dans une quinzaine de minutes. Renaud Malik ce soir, cette question dans le grand débat. Juger le terrorisme, mission impossible. Oui, cette semaine, on a assisté à l'ouverture de 2 procès, celui des attentats du 13 novembre à Paris, puis celui du cerveau présumé du 11 septembre. Mais que faut-il attendre de ce genre de procès ? Réponse dans une demi-heure. Et dans le forum des idées de ce soir, on se penchera sur une performance théâtrale écrite en collaboration avec des animaux. Et attention, ça n'a rien à voir avec du cirque, nous dira une de ses créatrices. Nous sommes en direct jusqu'à 19h sur La Première et sur RTS2. Bienvenue. Forum, Agnès Aspinard, Renaud Malik. L'EPFL et les universités de Lausanne et Neuchâtel imposent le certificat Covid obligatoire pour tous les cours en présentiel dès la rentrée. D'autres hautes écoles ainsi que les universités de Suisse romande y réfléchissent encore. Rendre obligatoire le pass Covid pour suivre les cours, est-ce une manière de pousser la vaccination auprès des jeunes adultes ? Bonjour Martin Vetterli. Bonsoir. Vous êtes le président de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Alors, le Conseil fédéral a laissé hier la latitude aux hautes écoles et aux universités de décider. Est-ce que vous auriez préféré que le Conseil fédéral se positionne sur cette question plutôt que de prendre la décision vous-même ? Nous, ce qu'on voulait, c'est que le Conseil fédéral nous laisse justement prendre la bonne décision pour la santé de nos étudiants, d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue psychologique. Donc on est très content que le Conseil fédéral nous donne cette liberté. Elle a fait débat au sein du corps enseignant, cette proposition, cette obligation ? Alors je pense qu'on était à la journée ouverte des professeurs et c'est très clair que les professeurs aimeraient revenir à une pseudo-normalité, être sur campus. On sait aussi que les étudiants, la grande majorité des étudiants, veulent revenir pour avoir l'expérience sociale d'être sur un campus. Est-ce que c'est une manière déguisée de faire pression sur les jeunes adultes, les étudiants concernant la vaccination qui, on le sait, pour le moment en tout cas moins concernés ? Et est-ce que c'est le rôle d'une université ? Alors c'est pas notre rôle et puis j'ai pas comment dirais-je, l'ambition d'être un Machiavel. Je pense que ce qu'on fait, c'est on répond, on a fait une pesée d'intérêt entre la santé psychologique, les risques, les gens qui peut-être veulent pas se faire vacciner, mais qui auront accès à tous nos cours en ligne. Et vous dites aussi étudier la mise en consultation de l'obligation du certificat Covid pour les collaborateurs, donc le corps enseignant. Est-ce que ça coule pas de source que si les étudiants sont obligés de le faire, les professeurs aussi ? Non, la base légale n'existe pas pour ça. Et donc, on est en train de regarder quelles options on a de ce côté-là. Alors, Martin Vetterli, le pass Covid au restaurant, c'est une chose, ça fait déjà beaucoup réagir. Mais là, le pass Covid dans une université pour accéder au savoir, à l'éducation, est-ce qu'on va pas un peu trop loin ? On ne va pas trop loin puisque l'accès au savoir et à l'éducation est garanti pour tout le monde. Simplement, pour être dans un auditoire avec 250 autres élèves, nous pensons que le pass Covid est nécessaire. Et comment vous allez vous y prendre justement pour que tout le monde puisse suivre les cours ? On imagine Alors tous nos cours sont de toute façon déjà en mode hybride. On a eu une année de Covid pour essayer tout ça, donc on est tout à fait prêt à faire ça. Les cours sont non seulement enregistrés en temps réel, mais sont aussi à disposition pour être regardés plus tard, ce que même les étudiants qui viennent sur le campus apprécient énormément. On sait que la qualité des transmissions n'est pas toujours très bonne, idéale. C'est souvent un plan fixe sur le ou la professeur. Est-ce que justement c'est pas aussi une manière d'inciter les étudiants à se faire vacciner pour revenir le plus vite possible en présentiel? Les cours qu'on a mis online, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup d'expérience, même avant le Covid, puisqu'on est très actif dans l'enseignement online. Les professeurs ont mis beaucoup d'efforts l'année passée pour mettre beaucoup de matériel online, pas seulement les cours eux-mêmes, les exercices, les examens, etc. Donc tout ce matériel qui est à disposition permet en fait de suivre des cours même sans venir sur le campus. Moi, ce que je pense, c'est que les étudiants veulent l'expérience sociale d'être avec d'autres
d'autres étudiants et de travailler ensemble, d'étudier ensemble. Et concrètement, alors le PFL, c'est un énorme campus. Juste au niveau technique, comment vous allez vous y prendre pour mettre ça en place ? Par échantillonnage aléatoire. Ah, c'est-à-dire que tous les étudiants ne seront pas contrôlés tous les jours. Non, bien sûr, on est en train de regarder les modalités d'application. Moi, je prends le train tous les jours, je me fais pas contrôler tous les jours. Et concernant les étudiants qui aimeraient se faire tester, est-ce que vous allez mettre à disposition un centre de dépistage ? Est-ce qu'il sera gratuit ? Alors, il y aura une campagne de vaccination qui est en place avec un centre de vaccination qu'on fait l'unilégalement et qu'on fait ensemble avec Unisanté. Donc, ça permettra la vaccination sur campus. Et puis, je crois que le canton de Vaud est en train de regarder pour la gratuité des tests, pour étendre la gratuité des tests pour les étudiants, mais ça, c'est pas de mon ressort. Très bien, on verra ça. Merci beaucoup, Martin Vetterli, d'être venu nous voir dans ce forum. On rappelle que vous êtes le président de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Une bonne soirée à vous. Merci, pareillement. Bonsoir, Rebecca Ruiz. Bonsoir. Vous êtes conseillère d'État vaudoise en charge de la santé. On vous a invité pour un tout autre sujet, mais j'aimerais quand même avoir votre réaction. Alors, on l'entend, le PFL, l'Université de Lausanne et celle de Neuchâtel, bon, ça vous concerne moins à Neuchâtel, mais vont mettre en place ce pass Covid. Vous, dans le canton de Vaud, vous étiez pas vraiment pour une extension dans les restaurants et les autres lieux de culture. Vous allez devoir le mettre en place d'ici à lundi. Vous êtes prête ou ça s'annonce être un casse-tête ces prochains jours? Bon, je vais peut-être rectifier ce que vous dites en préambule, Madame Saspinard, parce que le canton de Vaud n'était pas contre. Le canton de Vaud, lors de la consultation, a dit l'introduction de ce pass Covid dans les restaurants, ça doit être l'ultima ratio. L'ultime recours si le Conseil fédéral observe que la situation sanitaire se dégrade, qu'on a des surcharges hospitalières sur l'ensemble de la Suisse qui ne permettent plus ou qui mettent en danger les transferts de patients qu'on effectue déjà aujourd'hui, mais on n'a jamais dit qu'on était contre. On a C'était juste dit le canton le moins favorable de Suisse romande à cette introduction. C'est le canton en tout cas qui a exprimé clairement que c'était une mesure, celle du pass Covid dans les restaurants, qui pouvait susciter beaucoup d'incompréhension de la part de la population et que jusqu'à maintenant, ce qui a bien fonctionné, c'est qu'on a réussi à toujours bien expliquer et aussi à avoir une population qui comprenait les mesures et qui adhérait à ces mesures. Donc c'est pour ça qu'on a dit ça doit être l'ultime recours. Maintenant, le Conseil fédéral a fait une appréciation. Il a aussi la vision d'ensemble sur l'ensemble du territoire, de tous les hôpitaux de Suisse. On voit qu'il y a une surcharge hospitalière très importante du côté alémanique, ce qui n'était pas le cas pendant les vagues précédentes, et il a pris la décision qui s'imposait à lui maintenant. Et donc vous serez prêt dans le canton pour lundi pour le mettre en place, ce pass Covid, en tout cas pour faire les contrôles? Alors, écoutez, évidemment qu'on est en train de se préparer. L'état-major cantonal de conduite est au front, évidemment, pour voir comment tout cela va s'implémenter. Finalement, comme on l'a fait durant cette crise, lorsque des décisions sont prises par le niveau fédéral et qu'on doit implémenter des choses très rapidement, on sait être réactif. Il y a peut-être des fois, évidemment, toujours un petit temps de latence pour permettre aux uns et aux autres de s'adapter, mais on fera évidemment ce qui nous est demandé. Le Conseil fédéral prévoit des amendes si on n'a pas de passeport Covid. De passe Covid, est-ce que vous allez justement renforcer les contrôles et appliquer cette possibilité de mettre des amendes dès lundi? Alors la possibilité existe si des contrôles sont faits et qu'on observe en effet que l'existence ou la possession de ce pass n'est pas une réalité. Évidemment qu'on appliquera ce qui est prévu par la législation fédérale, bien sûr. Rebecca Ruiz, l'introduction du pass Covid en France, on s'en souvient, quand elle a été annoncée au mois de juillet, ça a créé une ruée sur les sites pour s'inscrire pour la vaccination. Est-ce que vous avez déjà constaté la même chose dans le canton de Vaud? On observe une augmentation importante, oui, des inscriptions. Je parlerai pas de ruée à ce stade, mais disons, je tiens aussi à dire que le canton de Vaud a une bonne couverture vaccinale. D'ici quelques semaines, on aura atteint 80% de notre population éligible entre 16 et 99 ans qui sera vaccinée, qui est déjà vaccinée ou qui a un rendez-vous. Donc, peut-être que cette, attention importante et ces prises de rendez-vous vont continuer à se faire de manière progressive, mais oui, on observe en effet une augmentation des prises de rendez-vous par rapport à ce qu'on observait les derniers jours. Vous avez déjà un chiffre pour le canton? Quel chiffre vous voulez dire, Mme Au niveau de l'augmentation?
Non, je peux pas vous dire exactement le pourcentage, mais je peux vous confirmer parce que j'ai posé la question aujourd'hui à mes services que la tendance est à la hausse et d'habitude on était d'une semaine à l'autre à plus 1%, on est peut-être aujourd'hui à plus 3%, mais disons, je vais pas vous dire de chiffres précis si je l'ai pas en tête. Très bien, merci beaucoup Rebecca Ruiz. Restez avec nous pour le prochain sujet. Et oui, Julie Rosis, frais d'hôtel, de restaurant, de déplacement, des centaines de milliers de francs de dépenses excessives ont été constatées à la Caisse cantonale vaudoise de compensation, à tel point que la justice pénale a été saisie. On l'a appris aujourd'hui. Racontez-nous. Oui, on est face à un véritable système, un système organisé, cloisonné et opaque. Le constat du contrôle cantonal des finances est sans équivoque. En fait, depuis 2019 au moins, la direction de la Caisse vaudoise de compensation a caché des dépenses professionnelles exagérées pour, je cite, mener un train de vie scandaleux. Ce sont vos propos, Rebecca Ruiz. Le montant exact de ces notes de frais n'est pas connu. On parle de centaines de milliers de francs. Conséquence, la directrice a été licenciée, les 5 autres membres de la direction suspendus et puis le ministère public a été saisi. À ce stade, on rappelle que la présomption d'innocence demeure. Et Julie, comment expliquer que ces malversations n'aient pas été découvertes avant ? Eh bien ça, c'est ce que les investigations vont devoir déterminer. Ce qu'il faut peut-être savoir, c'est que la Caisse cantonale de compensation est un organe parapublic sous contrôle de l'État. À la tête de son conseil d'administration, on trouve d'office le ou la chef du département de la santé et de l'action sociale. En l'occurrence, c'est vous, Rebecca Ruiz. Les finances de la Caisse de compensation sont inspectées par des organes de révision à qui ces détournements de fonds ont donc échappé durant des années. Il aura fallu attendre un malaise en marge d'un projet informatique impliquant plusieurs partenaires pour que des doutes naissent et que le conseil d'administration justement demande un audit. Et Julie, les prestations de la Caisse, est-ce qu'elles ont été assurées ? Alors oui, promet le gouvernement vaudois, aucun préjudice pour les affiliés. Reste que les frais administratifs de la Caisse sont couverts par leur argent justement et celui de l'État. Pour mémoire, la Caisse cantonale de compensation, c'est par exemple l'AVS ou les APG pour les indépendants dont on a beaucoup entendu parler durant le Covid. Au total, cette caisse, elle gère des flux financiers de l'ordre de 5 milliards de francs. Merci Julie. Alors Rebecca Ruiz, vous êtes encore avec nous. Julie l'a dit, en tant que chef du département de la santé et de l'action sociale, vous êtes à la tête du conseil d'administration de la Caisse de compensation. Tout d'abord, tout simplement, comment vous avez réagi en apprenant cette affaire ? Alors peut-être rappeler comment cette affaire s'est déroulée. Madame Rosis l'a dit. C'est autour d'un projet informatique que des doutes, des inquiétudes très fortes sont apparues au sein du conseil d'administration. Des inquiétudes qui m'ont poussé à demander au Conseil d'État de solliciter le contrôle cantonal des finances pour auditer ce projet informatique puisque des réponses ne nous étaient pas données alors qu'elles se posaient de manière de plus en plus aiguë. Et le contrôle cantonal des finances a commencé cet audit et quelques jours après le commencement de cet audit, j'ai reçu des dénonciations qui avaient trait autant au projet e-pension qu'à cette question, à cette affaire des frais administratifs. J'ai évidemment pris très au sérieux ce qui était donné comme type d'information et j'ai également proposé au Conseil d'État d'étendre le mandat du CCF, du contrôle cantonal des finances, à cette problématique. Et donc, le contrôle cantonal des finances a ainsi pu travailler durant l'été. Et c'est ce lundi, le 6 septembre, qu'il nous a rendu un premier rapport, un premier état de situation intermédiaire où il relève en effet des soupçons d'irrégularité à caractère pénal, ce qui nous a amené à dénoncer immédiatement au ministère public. Alors c'est un système qui a duré pendant des années. Comment on a pu en arriver là ? Alors, le contrôle cantonal des finances a basé ses constats sur une analyse des faits entre 2016 et 2021. Donc, je peux pas vous dire si ça a duré depuis des années. Ce qui est certain, c'est que sur la période examinée, ce que le contrôle cantonal des finances observe, c'est qu'il y a une progression des dépenses début 2019. Alors ces malversations érigées en système, on l'a entendu, ont échappé aux réviseurs financiers. Est-ce que les contrôles ne sont pas assez scrupuleux de la part du réviseur financier ou de la part de vous, du conseil d'administration ?
Bon, vous savez, le conseil d'administration, il se base évidemment sur l'analyse très poussée. Ce sont des rapports de dizaines et de dizaines de pages qui sont rédigés par des professionnels, par un organe de révision, dans le cas d'espèces par 2 organes en plus de révision différents. Et puis c'est évidemment sur cette base-là qu'on se penche ensuite sur les éléments financiers au sein du conseil d'administration. Ce que dit le contrôle cantonal des finances, c'est que dans le cas d'espèces, un système opaque, fragmenté, a été mis en place précisément pour que ces dépenses excessives, qui ont trait à, un train de vie, je l'ai dit cet après-midi, complètement scandaleux et excessif pour les membres, en tout cas une partie de la direction d'une caisse publique, ont pu dès lors se faire en passant complètement sous les radars de cet organe de révision, mais aussi évidemment du conseil d'administration, puisque nous, on se base sur ces rapports d'organes de révision. Alors, on parle de dépenses administratives exagérées, excessives. Est-ce qu'on peut exclure d'autres irrégularités ? Alors, on ne parle pas de dépenses administratives, on parle de dépenses qui ont trait au train de vie. On parle de restaurants, de mobilier, on parle de voyages, on parle de ce type d'activités qui sont donc des activités de loisirs aussi, qui sont évidemment totalement inadmissibles pour une caisse publique. À ce stade, je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas s'il y a d'autres types d'irrégularités. Je vous le dis, le soupçon d'irrégularité et d'infraction pénale, c'est le CCF qui le dit, le contrôle cantonal des finances. Ce n'est pas le Conseil d'État, parce que nous, on est un organe politique, mais sur la base de ce soupçon qui est fort, on se doit maintenant d'en référer au ministère public, et c'est évidemment la justice qui va faire ou pas une enquête sur la base de la dénonciation qui a été reçue. Et pour finir, quelles sont les mesures que vous avez prises ? Alors, les mesures qui ont été prises par le Conseil d'État, puisque c'est le Conseil d'État qui est l'autorité d'engagement du directeur ou de la directrice, ça a été de licencier pour juste motif et avec effet immédiat la directrice. Au niveau du Conseil d'administration, on a suspendu pour l'heure les autres membres de la direction dans l'attente de pouvoir mener des investigations plus poussées de notre côté. Vous savez, ça allait très très vite. Je vous parlais avant du lundi 6 septembre. On a beaucoup travaillé ces derniers jours, mais évidemment qu'on doit encore pouvoir pousser des investigations, et on va en particulier diligenter une enquête administrative pour comprendre ce qui était su, ce qui aurait dû être su de la part des autres membres du conseil d'administration, du conseil de direction, et ce qui aurait dû être rapporté au conseil d'administration. Merci Rebecca Ruiz. On rappelle que vous êtes conseillère d'État vaudoise en charge du département de la santé et de l'action sociale. Une bonne soirée à vous. Merci. Merci à vous aussi. Et Swissmedic doit rendre ces jours son rapport d'enquête sur le laboratoire basé à Boudry, dans le canton de Neuchâtel. Nous vous l'apprenions la semaine dernière. Ce laboratoire privé a été perquisitionné mercredi dernier. Spécialisé dans les tests Covid, il est suspecté d'avoir commis de nombreuses irrégularités. Déborah Solbank, vous avez mené l'enquête aux côtés d'Élodie Beutron, votre collègue de la télé à Neuchâtel, et vous l'avez appris. En tout cas, une autre enquête vient de s'ajouter à la liste de celles déjà ouvertes contre ce laboratoire. Oui, souvenez-vous, la semaine dernière, nous apprenions que 3 autorités, dont Swissmedic, investiguent actuellement sur ce laboratoire accusé de nombreuses irrégularités. Son directeur avait par exemple admis avoir certifié des gens positifs au Covid sans les avoir testés. Et puis ce labo aurait été très arrangeant sur la datation des tests pour des clients devant voyager. Eh bien, nous savons maintenant que le canton de Vaud investigue également sur ce laboratoire. Et est-ce qu'on sait précisément à quoi le canton de Vaud s'intéresse ? Non, et les autorités ne souhaitent pas communiquer sur une enquête en cours, mais on peut tout de même relever qu'il y a un grand flou autour de la pratique de ce laboratoire en terre vaudoise. On sait que la santé publique vaudoise ne reconnaît pas ce laboratoire comme partenaire de testing. Pourtant, sur son site, ce laboratoire met en avant ses walking centers, comme il les appelle, et la possibilité d'avoir des collaborateurs détachés pour des prélèvements, qui peuvent même venir à domicile. Il semblerait que le labo flirte avec les limites, et c'est à ça que les autorités s'intéressent depuis plusieurs semaines. Et puis, les autorités cantonales échangent entre elles. Donc, ce labo est en fait dans le radar de plusieurs cantons. Alors, comment est-ce que ce labo procède exactement et dans quelles conditions? Beaucoup d'inconnus et personne ne répond du côté du laboratoire. Et Déborah, quelle est justement l'attitude du laboratoire durant cette enquête? Est-ce qu'il fait profil bas?
Eh bien, ça va plus loin que ça, en fait, puisque plusieurs sources nous indiquent que ce laboratoire qui exerce encore à Neuchâtel n'a plus le droit d'exercer en dehors du canton depuis le 5 septembre, donc dimanche dernier. Ordre de Swissmedic, nous dit-on. Information que l'Institut fédéral ne confirme pas. Il reste mutique sur le dossier. Une chose est sûre, cette affaire a déjà des répercussions très concrètes. Le week-end dernier, les organisateurs de la braderie de Moutier ont dû trouver un plan B in extremis parce que le labo qu'ils avaient mandaté n'était plus en mesure de délivrer des certificats Covid. Et Déborah, ces éléments que vous nous apportez aujourd'hui, est-ce qu'ils donnent le ton quant aux conclusions de l'enquête de Swissmedic qui devrait tomber ? Conclusion très attendue et imminente, semble-t-il. Swissmedic a déjà fourni une copie de son enquête aux autorités sanitaires neuchâteloises pour information. Le directeur du laboratoire incriminé avait jusqu'à samedi dernier pour répondre à cette enquête. Il semblerait que le document de 15 pages soit très à charge, pour ne pas dire explosif. Merci Déborah. Et toute autre chose maintenant, la Romande Énergie veut devenir leader de la décarbonisation en Romandie. Et pour atteindre cet objectif, le groupe prévoit des investissements important, 1,4 milliard de francs d'ici 5 ans, injectés principalement dans la production d'électricité avec davantage de thermie, de solaire et d'éolien. Alors c'est beaucoup d'argent, mais est-ce que c'est suffisant quand on sait que les groupes énergétiques font partie des acteurs clés si on veut atténuer la crise climatique? Pour en parler, Christian Petit, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Romande Énergie. Alors vous affichez vos intentions, devenir leader dans la course à la décarbonisation. Est-ce que vous allez surtout améliorer votre empreinte environnementale ou celle de vos clients? Bien les deux. On doit d'abord commencer par nous pour être une valeur d'exemple. On émet à peu près 85 000 tonnes de CO2 par an en tant qu'entreprise, donc on doit réduire cette empreinte. Et puis nos solutions contribuent à réduire l'empreinte de nos clients. Donc on fait les deux. Et concrètement, comment vous allez vous y prendre pour avoir un impact sur cette production? Alors on agit à plusieurs niveaux. On agit au niveau de la production, comme vous l'avez dit, au niveau des services et au niveau du conseil. Les conseils, c'est important parce que ça permet de sensibiliser les clients et de leur permettre de passer à l'acte. Ensuite, les services, ça permet d'apporter des prestations qui font le passage à l'acte. Et la production, c'est essentiellement la production électrique, mais aussi thermique. On a beaucoup encore de bâtiments qui sont chauffés avec des énergies fossiles, qui sont très émettrices en CO2. Et quand on construit un chauffage à distance à base d'eau du lac, à base de géothermie, donc d'eau chaude qui vient de la profondeur, ou à base de pellets de bois, eh bien on arrive à proposer des solutions beaucoup moins émettrices en CO2. Alors des investissements importants sur 5 ans, 1,4 milliard. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce sera assez rapide quand les experts évoquent depuis longtemps l'urgence climatique? Je crois qu'en Suisse, c'est pas l'argent qui manque, c'est un petit peu les conditions cadres. Je crois qu'on a une population qui est très sensible à l'atteinte environnementale du pays et on doit dialoguer toujours avec les riverains, avec les associations environnementales pour que les projets passent. Et c'est plus difficile dans un pays exigu avec une forte densité de population que dans des pays plus vastes. Et puis après, c'est bien sûr les procédures administratives qui parfois rebutent les citoyens, qui peuvent paraître complexes. Et là, nous devons jouer un rôle pour les aider à ne pas se perdre dans ces méandres parfois compliqués. Ah, justement, vous le disiez, vous visez davantage d'énergie renouvelable, notamment, je pense à l'éolien qui est souvent critiqué, qui crée souvent des crispations. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour en créer davantage en Suisse ? Écoutez, je crois que la Suisse a besoin d'un mix énergétique qui soit équilibré sur différentes énergies. Parce que le propre des énergies renouvelables, c'est qu'elles ne sont pas toujours disponibles. Quand il y a du soleil en Suisse, il n'y a pas forcément du vent, et quand il y a du vent, il n'y a pas forcément de la pluie. Et donc, nous devons avoir un bouquet d'énergie qui est également réparti entre le solaire, l'éolien et l'hydraulique. Nous avons déjà énormément d'hydraulique en Suisse. Nous sommes un des pays du monde qui a le plus de part d'hydraulique dans sa consommation énergétique. Le solaire est en chemin, mais ça prend beaucoup de temps parce que c'est des toitures par toiture. C'est presque une guérilla qu'il faut faire pour avancer. Et l'éolien a une très forte production sur très peu de terrain, mais là, on a des problèmes, effectivement, d'acceptation de la population. Et donc, les objectifs de l'OFEN pour l'Office fédéral de l'énergie à 2050 sont de 4 TWh. Si vous comparez aujourd'hui, il y a plus de 30 TWh d'hydraulique, c'est pas énorme, mais 4 TWh, ça serait 1000 éoliennes en Suisse. Et vous allez vous y prendre comment? Et les Autrichiens en ont déjà 1000 et nous, on en a quelques dizaines. Avec des recours à chaque fois. Pour ça, il faut dialoguer avec la population, mais je crois qu'aujourd'hui, il est clair que l'éolien, il y en aura en Suisse, mais ça restera marginal par rapport aux autres énergies. Mais elle est très importante, cet éolien, parce qu'elle résout un des problèmes principaux de la Suisse, c'est la disposition d'énergie dans les mois d'hiver.
où le solaire est moins efficace, et surtout en février-mars, où on commence à manquer d'eau dans les barrages, l'éolien serait idéal pour compléter ce mix énergétique à ce moment-là. Mais justement, Christian Petit, le Conseil fédéral a réuni des experts pour évoquer les risques justement de pénurie d'énergie en hiver. Tout concrètement, est-ce qu'on risque des coupures de courant d'ici peu, cet hiver ? Non, cet hiver, je ne crois pas, mais dans les années à venir, c'est possible. L'opérateur national Swissgrid a alerté sur ces risques-là. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'arrêt des négociations sur l'accord cadre européen entraîne pour la branche d'électricité aussi un arrêt des négociations sur l'accord d'électricité. Si la Suisse est exclue de l'accord électrique européen, nous pourrions avoir des difficultés, effectivement, pour importer de l'énergie et de l'électricité pendant les mois d'hiver, au moment où elle nous fait défaut. Et c'est là qu'on pourrait avoir une pénurie potentielle d'énergie pour nos clients. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on a comme solution pour éviter ces risques de blackout à court terme ? Alors, si on voit arriver une pénurie, c'est-à-dire on va bien comprendre que pour une certaine période, compte tenu du climat, de la demande, on va manquer d'énergie dans les prochains jours, il y a des plans qui sont prévus pour permettre aux énergéticiens suisses, c'est un plan national, de peut-être commencer à déconnecter certains quartiers ou certaines entreprises quelques heures par jour pour permettre de baisser cette consommation. Alors, ça n'est jamais arrivé en Suisse. On crée des coupures de courant. On crée des coupures de courant pour faire baisser la consommation, et on doit se préparer à un scénario comme cela. Ça ne s'est jamais produit, mais notre travail avec les autres énergéticiens et le réseau national, c'est de se préparer à un scénario comme ça. Mais c'est normal de se préparer à ce type de scénario. On doit se préparer. Vous ne pouvez jamais assurer qu'il n'y aura pas de blackout, donc vous devez vous préparer au scénario catastrophe, et je crois que la Suisse le fait bien. Mais bien sûr, l'idéal serait de pouvoir investir dans les énergies qui vont pouvoir remplacer le nucléaire qui doit être arrêté, c'est le choix du souverain. Et pour cela, nous devons travailler d'arrache-pied, et l'argent que nous allons investir avec d'autres réseaux électriques en Suisse vont permettre petit à petit d'éviter ces risques-là. Eh bien, merci beaucoup pour vos explications, Christian Petit. On rappelle que vous êtes le directeur général de Romande Énergie. Une très bonne soirée à vous. Merci. Merci. Et direction Fribourg maintenant. Fribourg, où l'élection complémentaire au Conseil des États se tiendra le 26 septembre prochain. 2 candidats sont en lice pour succéder au socialiste Christian Levrat. Il y a son camarade de parti Karl-Alex Ridoré, et la centriste Isabelle Chassot. Au début de la campagne, tous les observateurs pensaient que cette élection allait être une véritable promenade de santé pour Isabelle Chassot, qui était donc donnée grande favorite. Mais, Maurice Doukas, les résultats finaux devraient être finalement plus serrés que prévu. Oui, tout le monde imaginait au début de la campagne qu'Isabelle Chassot deviendrait très facilement sénatrice, surtout elle qui a été 3 fois brillamment élue au Conseil d'État fribourgeois avant de diriger l'Office fédéral de la culture durant 8 ans. Les connaisseurs de la vie politique louent notamment ses compétences linguistiques ou ses réseaux au sein de la Berne fédérale. Aujourd'hui, personne ne remet en question ses qualités, mais on constate que le contexte politique n'est pas aussi facile que ça pour Isabelle Chassot. Mais Maurice, qu'est-ce qui rend cette campagne si compliquée pour la centriste ? Eh bien, Isabelle Chassot n'est pas certaine de faire le plein des voix à droite. La base du PLR, par exemple, se méfie d'Isabelle Chassot au Conseil des États. Si elle est élue, la centriste pourrait à terme être un réel danger pour l'actuelle conseillère aux États PLR, Johanna Gapani. Elle aussi, une femme de droite. Lors des fédérales de 2023, 2 sénatrices de droite, cela pourrait faire pour certains un peu beaucoup. Et vu la force du PLR dans le canton de Fribourg, c'est le siège libéral radical qui serait le plus fragile. Et pour éviter la perte du siège, les instances du PLR ont récemment décidé de soutenir officiellement Isabelle Chassot. Mais est-ce que la base suivra ? Mystère. Et Maurice, le vote UDC suscite aussi des inquiétudes. L'Union démocratique du Centre ne donne pas de consigne de vote. Les membres de l'UDC ne vont probablement pas massivement soutenir Isabelle Chassot. Il faut dire qu'il y a un lourd contentieux entre l'Union démocratique du Centre et ce qui était à l'époque le PDC. Les adhérents de l'UDC ont le sentiment qu'au cours des dernières années, ils ont toujours servi de marchepied au PDC et qu'ils ont été en quelque sorte les dindons de la farce. Il pourrait être tenté de se venger. Bon, mais Maurice, la situation n'est pas simple non plus pour le socialiste Karl-Alex Ridoré.
Il y a en effet de nombreuses inconnues. D'abord, l'ampleur du vote des Vertes à son égard. Tous les écologistes ne sont pas fous de Karl-Alex Ridoré. Son passage à la préfecture de la Sarine a été marqué par les tensions avec la conseillère d'État Marie Garnier. La Verte a fini par démissionner et les socialistes ont ensuite tenté de ravir le siège au gouvernement cantonal, laissé vacant par l'écologiste. Cette manière de faire n'a pas bien passé chez les Vertes. Et autre inconnu pour Monsieur Ridoré, le vote féminin. Est-ce que les femmes de gauche vont voter pour un homme, Karl-Alex Ridoré, ou pour une femme, Isabelle Chassot? Eh bien, cette question taraude le PS fribourgeois. Le parti a observé au début de l'année, lors des élections communales, une forte poussée des femmes dans les législatifs au détriment de certains hommes. Et puis, dernier élément, Karl-Alex Ridoré souffre d'un déficit d'image en dehors de son district. Le préfet est très connu en Sarine, et pour cause, mais beaucoup moins dans les autres districts du canton de Fribourg. Merci Maurice, on l'aura compris. Une élection beaucoup plus compliquée que prévu, qu'on suivra d'ailleurs avec attention. Par exemple, mercredi prochain, celui qui arrive avec un grand débat en direct de Fribourg. Merci beaucoup. Et c'est le dernier grand moment de la saison en athlétisme. Le meeting Weltklasse Zurich organise les finales du circuit de la Ligue de Diamant. 25 finales se tiendront ce soir dans le stade du Letzigrund. Caroline Raymond, les vainqueurs de chaque événement remporteront le circuit, un chèque de $30 000 et un ticket pour les mondiaux de 2022. Il y a de l'enjeu, on le voit, mais c'est pas ce dont on parle aujourd'hui. Oui, c'est vrai, la Ligue de Diamant a de la peine à sortir de l'ombre des grands événements, les Jeux Olympiques et les Championnats du monde. Alors il s'agit bien d'un circuit composé de 12 meetings. Les athlètes remportent des points selon leur performance dans ces compétitions et les meilleurs se qualifient pour la finale organisée cette année à Zurich. Et les médias, ils parlent peu de ce chemin vers la finale. Il y a peu de liens entre les différents meetings du circuit et le narratif au final n'est pas très clair pour le public qui se préoccupe peu de savoir qui va remporter le trophée de la Diamond League. Et comment expliquer ce manque du coup de lisibilité et d'intérêt? Alors les athlètes, tout d'abord, n'ont pas l'obligation de participer à la Ligue de Diamant, qui a été boudée par exemple par Usain Bolt. Et puis cette année, beaucoup d'athlètes ont choisi de ne pas se concentrer sur ce circuit pour donner la priorité aux Jeux Olympiques. Certains ont évité les confrontations avec leurs principaux adversaires pour les médailles. Et beaucoup d'athlètes ont aussi mis un terme à leur saison après Tokyo. Et ça veut dire que les meilleurs athlètes ne sont pas présents à Zurich ? Non, alors il y a quand même 20 champions olympiques, le plateau est très intéressant, mais il manque en effet des grandes stars, comme Shelly-Ann Fraser-Pryce qui est annoncée la semaine prochaine à Bellinzone. On trouve aussi dans les listes de départ des athlètes inconnus du grand public, mais qui ont été réguliers sur cette saison en Ligue de Diamant, et c'est assez particulier. L'athlétisme ne parvient pas à créer un circuit qui mettrait en valeur ses meilleurs éléments, comme c'est le cas en tennis par exemple. Mais Caroline, que faire pour s'assurer donc du coup la présence des meilleurs athlètes en fin de saison pour ces finales ? Alors il faudrait que la Fédération internationale d'athlétisme et les meetings de la Ligue de Diamant empoignent le dossier en termes des réformes en profondeur. Laurent Muvli, qui est engagé dans l'organisation d'Athlétissima à Lausanne, voit 3 pistes de réflexion. Est-ce qu'on peut sanctionner des athlètes qui renoncent à participer à la finale de la Diamond League mais qui 3 jours après vont faire un autre meeting ? 2, il faut augmenter le prize money à mon avis, non seulement en finale de Diamond League de manière conséquente, mais aussi dans les autres Diamond League, parce que il y a beaucoup de petits meetings qui deviennent trop attractifs par rapport au Diamond League et puis ça crée un déséquilibre dans le calendrier. Et la dernière, c'est sur le calendrier de manière générale. J'avais entendu il y a 2-3 ans qu'on allait avoir le grand championnat en fin de saison, donc ça force les athlètes à être en forme jusqu'au bout. Mais ce que je constate, c'est que encore l'année prochaine et l'année d'après, la finale de la Diamond League, elle sera après le grand championnat. Donc on n'a encore pas réussi à trouver la bonne balance pour que les athlètes soient performants jusqu'au bout. Alors je rassure, il y aura des grandes performances ce soir à Zurich, la météo est bonne, est idéale. Et si la Ligue de Diamant peine à se faire comprendre, l'athlétisme de manière générale a toujours du succès. Il y aura 20 000 personnes ce soir au Letzigrund pour suivre ces 25 finales. Et puis le City Event hier dans les rues de Zurich a été un succès populaire. Merci Caroline et bonne soirée à Zurich. Forum, Tania Zaspinard, Renaud Malik. 18h33, juger le terrorisme, mission impossible. C'est votre grand débat de ce soir, Renaud Malik. Oui, on a assisté cette semaine à l'ouverture de 2 procès majeurs, Tania. Celui des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et celui du cerveau présumé du 11 septembre à Guantanamo. Que faut-il attendre de ce genre de procès ? On va croiser les regards ce soir avec une spécialiste du djihadisme, Géraldine Cazut, chercheuse au Centre suisse Islam et Société de l'Université de Fribourg. Un journaliste, Pierre Hazan, auteur de plusieurs livres sur la justice pénale internationale. Et enfin, un homme de droit, Guglielmo Palumbo, avocat pénaliste à Genève. Bonsoir à tous les 3.
Bonsoir. Bonsoir. Je vous propose qu'on s'arrête d'abord sur le plus médiatisé de ces deux procès, celui du 13 novembre, qui a donc débuté hier à 13h15 sur l'île de la Cité à Paris, dans une salle d'audience construite pour l'occasion. Alors, dans quel but ce procès? La question a été posée hier par nos collègues de RTL à l'ex-procureur de la République, François Molins. Écoutez sa réponse. Donc la manifestation de la vérité, faire en sorte que ces 9 mois de procès permettent à tout un chacun, et notamment aux victimes et à leurs familles, de savoir ce qui s'est passé, pourquoi, comment, par qui, pour quelles raisons. La seconde, c'est effectivement de permettre pour toutes les victimes, quoi qu'elles aient choisi, aller à l'audience, écouter les débats avec ce site de web dédié, offrir aux victimes la possibilité de comprendre et donc de se reconstruire et de renforcer leur résilience. Et la troisième, je le dis toujours, c'est une sorte de participation à la construction d'une mémoire collective. Alors, Géraldine Cazut, François Molins dit plusieurs choses. La première, c'est qu'on attend de ce procès, je cite, la manifestation de la vérité. Est-ce que vous y croyez, vous, qui avez assisté à plusieurs procès de djihadistes ? Je pense que ça dépend de quelle vérité en fait il s'agit. Effectivement, il y a des choses qui vont pouvoir être dites. Et effectivement, au niveau de ce procès, ce qui est central, c'est la question des victimes, dont on va, je pense, parler aussi largement au cours de ce débat. Donc, à savoir si effectivement ça permettra de faire la lumière effectivement sur plusieurs événements autour de ces attentats du 13 novembre 2015. Après, il peut y avoir des vérités aussi plus dérangeantes, à savoir que un procès n'aura pas vocation à faire disparaître l'idéologie qui a conduit à ces attentats aussi. Donc ça peut être des vérités aussi très douloureuses pour notre société. Un autre procureur de la République, actuel celui-là, Géraldine Cazut, disait, lui, sur France Inter, qu'en 25 ans de métier, il n'avait jamais entendu un accusé dire quoi que ce soit d'intéressant dans ce genre d'affaires. C'est vrai ou c'est faux? Notamment à la lumière de ce à quoi on a assisté hier à Paris. Alors, je suis pas suffisamment familière des procès pour vous dire, enfin, si on assiste à des moments de vérité, enfin, auxquels on sait pas. Mais après, c'est vrai qu'au niveau des interactions qu'il peut y avoir au cours des procès, on peut avoir certains moments, qui n'ont pas forcément apparu au cours de l'instruction, voire aussi, des réactions qui peuvent toujours nous surprendre. Donc, mais effectivement, la messe peut être déjà dite, et le temps est surtout à la résilience sur ces procès, surtout quand il s'agit d'affaires terroristes où il y a eu des victimes autant que ça. Guglielmo Palumbo, on a pu observer hier brièvement l'attitude de Salah Abdeslam, principal accusé dans ce procès. Posture de défi, l'homme qui récite la profession de foi de l'islam, à peine son nom prononcé dans la salle d'audience. Est-ce que dans un contexte comme celui-là, est-ce que c'est pas un peu vain d'attendre, comme le disait François Molins, la manifestation de la vérité ? Alors je pense que ce qu'il doit être rappelé, c'est qu'un procès vise à déterminer des responsabilités. Avant tout, c'est le procès de l'accusé, et c'est peut-être ça qui n'a pas été assez dit en lien avec le procès des attentats du 13 novembre. Et pour revenir sur ce que vous avez cité à l'instant, ce que dit un accusé est toujours intéressant. Qu'il se taise, qu'il exerce un droit fondamental ou qu'il parle, et je pense qu'on peut faire des réflexions sur ce qu'a dit Salah Abdeslam hier lors du procès. Par exemple ? Qu'il est en rupture totale avec les valeurs du tribunal qui le juge. Tribunal qui a rappelé une chose très intéressante, c'est que ce procès doit être celui du respect des normes. Et je pense que c'est ça qu'on doit attendre du procès avant tout, le respect des normes, un procès juste, un procès équitable. Alors il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, Guglielmo Palumbo, c'est victime. Or, ce que disait François Molins dans l'extrait qu'on a diffusé tout à l'heure, c'est que le procès qui vient de s'ouvrir à Paris peut permettre, et doit permettre aux victimes de comprendre, de se reconstruire et d'être plus résilientes. Qu'est-ce que vous en dites ? Je pense qu'il faut l'espérer, mais j'en doute. Je ne suis pas certain que on puisse vendre en quelque sorte aux victimes que la participation au procès leur permettra forcément d'aller mieux. Au contraire, la participation d'une victime à tout procès, que ce soit celui très médiatisé des attentats du 13 novembre ou d'un procès ordinaire, est toujours, je pense, une étape très douloureuse. Et je crois qu'on ne doit pas avoir d'attentes trop élevées en lien avec ce que peut apporter un procès pénal à la victime qui participe. Pierre Hazan, on joue un peu avec les attentes des victimes dans ce genre de procès. On leur promet des choses qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas être atteintes.
il y a toujours l'espoir que les victimes vont retirer quelque chose de ce procès. Certaines, d'ailleurs, beaucoup vont faire le déplacement, parfois de très loin. Donc, il y a à la fois, ça sera sûrement une épreuve pour eux. C'est-à-dire que, à la fois, elles risquent d'être traumatisées, elles vont entendre des choses parfois terriblement désagréables, et elles ont déjà commencé à les entendre. Mais il y a aussi la potentialité qu'elles fassent sens. Souvent, elles n'ont eu qu'un moment très très partiel où elles sont devenues victimes, et elles n'ont pas une compréhension globale de ce qui s'est passé durant ces jours fatidiques qui les ont marquées tellement profondément. Et puis derrière ça, il y a l'idée aussi que non seulement les gens qui ont été directement touchés, mais que la société en tant que telle puisse faire sens, et l'idée que ça se passe dans un tribunal. Et il y a quelque chose d'intéressant, vous avez cité tout à l'heure Guantanamo, là on voit un procès qui va durer 9 mois, c'est un temps extrêmement long, où il va se passer énormément de choses, il va y avoir sans doute des révélations, il va y avoir une dynamique que personne ne connaît encore, et puis et donc c'est quelque chose qui c'est une dimension à la fois théâtrale, mais cette dimension théâtrale est porteuse aussi d'une possible catharsis. À l'inverse, ce qui s'est passé avec les procès qui sont tenus jusqu'ici à Guantanamo, c'est une sorte de les accusés avaient été torturés, et la plupart des procès ont terminé de manière comme un échec finalement, puisque les preuves récoltées ne pouvaient pas être recevables du point de vue de la justice. Donc on voit quelque chose ici de manière de gérer finalement des attentats terroristes complètement différentes. Un modèle américain justement qui d'une certaine manière est devenu presque le procès de Guantanamo, et de l'autre côté une tentative française. On va voir ce que ça va donner. Revenons justement au cas français, Géraldine Cazut. Est-ce que ça peut vraiment produire cette catharsis collective qu'évoquait à l'instant Pierre Hazan ? Alors effectivement, ça sera sur un temps long, et puis on a beaucoup de dynamiques qu'on doit encore découvrir, comme ça a été dit. Une catharsis, en tout cas, j'ai envie de dire une occasion pour refaire société, enfin pour repenser et puis nous remettre aussi face aux valeurs de nos sociétés. C'est vrai que ça a été très fort aussi au sortir du 13 novembre, mais je pense qu'il y aura une occasion, une opportunité en tout cas de se repenser. On est challengé aussi. Là, on n'a que 2 jours en fait du procès, et avec les sorties ma foi assez aberrantes parfois d'Abdeslam, mais qui sont quand même très révélatrices finalement de l'idéologie et puis de quoi on a affaire, de qu'est-ce qui nous a tués en fait le 13 novembre, en fait c'est ces mots, et qui en même temps, et là je rejoins notre avocat aussi intervenant, pardonnez-moi, Guglielmo Palumbo. Oui, Palumbo, excusez-moi, qui disait justement au niveau de ça nous renvoie, enfin une catharsis, mais ça nous renvoie aussi à qui on est en fait dans la société. Quand on a un Abdeslam qui se plaint des conditions de sa détention, ça nous renvoie aussi à qu'est-ce que nous on répond à ça. Qu'est-ce qu'on répond à un terroriste qui a participé en fait à un commando qui a décimé Paris et une partie du Stade de France. Voilà, qu'est-ce qu'on répond à ce type de personne qui se plaint des conditions, alors qu'en fait, ça nous renvoie à quelle société on est et à quelles sont nos valeurs. Et c'est vrai que je pense que dans ce contexte de procès qui est aussi très émotionnel, donc avec celui du 11 novembre, enfin avec ces commémorations du 11 septembre, il y a un contexte en fait où on se demande comment est-ce qu'on arrive à être partial face à des affaires qui nous touchent autant. Oui, il y a énormément d'émotions évidemment dans ce genre de procès. Guglielmo Palumbo. Pierre Hazan nous parle de catharsis. François Molins, dans l'extrait qu'on entendait tout à l'heure, disait le fait est que ce genre de procès peut participer à la construction d'une mémoire collective. En même temps, est-ce que on s'éloigne pas là de la finalité de ce que doit être un procès ? Je pense qu'on s'éloigne complètement, et c'est tout le défi de ce type de procès pour des faits extrêmement graves, les plus graves peut-être, c'est de rester dans un procès le moins spécial possible. C'est que la justice soit appliquée comme elle doit l'être, avec la sérénité nécessaire, avec l'indépendance des autorités politiques nécessaires, et on sait que c'est très difficile puisqu'on a des ministres qui sont allés devant le palais de justice de Paris hier faire des déclarations, on a beaucoup d'émotions, et l'émotion doit justement
ne pas pénétrer l'enceinte du tribunal autant que possible pour permettre que justice soit rendue d'une manière sereine, d'une manière objective. Et il y a eu des déclarations très intéressantes des avocats de la défense qui ont dit finalement ne vous attendez à rien sauf à ce que nous plaidions le droit, rien que le droit, et à ce qu'on soit très rigoureux sur ces questions de complicité en matière d'attentats terroristes, d'association de malfaiteurs, qui est un peu en France une notion fourre-tout. Et donc c'est ça le type de réponse qu'on attend de la défense, en tout cas dans un procès comme celui-là. C'est possible, Pierre Hazan, de rendre une peine proportionnée, juste, dans un procès où il y a une telle émotion et de telles attentes aussi de la part de la société, des politiques, des médias et des victimes évidemment? Je crois qu'il y a deux niveaux complètement différents. Il y a un premier niveau qui vient d'être exposé par Monsieur Palumbo et c'est tout à fait correct, c'est-à-dire que la justice doit fonctionner selon ses propres règles et quelque part la peine est déjà connue. Puisque, sans doute, s'il va s'avérer que Abdeslam est effectivement coupable et il va être très lourdement condamné. Donc, le véritable enjeu, et c'est peut-être le deuxième niveau, c'est la résonance sociale. C'est-à-dire comment ce procès va se jouer dans l'espace social, quelle lecture va en être faite, qu'est-ce que ça signifie pour la société française en termes de relations avec les extrémistes radicaux, qu'est-ce que ça signifie par rapport à une société multiculturelle qui essaye de se construire. Qu'est-ce que ça signifie aussi dans la France, puisque ce procès va durer 9 mois, qui sera dans une situation quasi préélectorale. Donc tout ça va aussi se jouer dans un espace-là. Il y a aussi un autre point qui me semble aussi intéressant, c'est que la France est profondément engagée militairement au Sahel, avec des groupes djihadistes. Et en même temps, Macron a déjà dit qu'un certain nombre de bases dans le nord Mali allaient fermer. Donc, est-ce que la stratégie qui a été utilisée jusqu'à présent par la France va-t-elle continuer ? D'une certaine manière, je pense que, évidemment, le procès qui a lieu en ce moment ne va pas apporter des réponses directes, mais il aura sûrement une incidence sur toutes ces questions-là. Donc, en clair, Guglielmo Palumbo, oui, c'est de la justice spectacle, mais c'est pas forcément un mal. Alors, quand la justice devient spectacle, c'est un mal, absolument. Et je pense que toutes ces questions ne doivent pas préoccuper le président du tribunal, ne doivent pas préoccuper les juges. Le président doit appliquer le droit et il ne doit pas se dévoyer, ne doit pas devenir un instrument de société quelconque. Et je pense que ça a été très bien rappelé par des mots très simples, justement, de ce même président d'entrée de cause. Et peut-être, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, je pense qu'on passe trop vite au-delà des questions que pose ce procès. Il faut rappeler que les principaux responsables des attentats ne sont pas jugés. Donc on fait de Salah Abdeslam en quelque sorte l'accusé qui doit porter toutes les responsabilités. On parle que de lui, mais ces procès de terrorisme, le plus souvent, ne voient pas les accusés principaux y participer puisqu'ils sont déjà morts. Et par exemple, on ne parle pas ou on parle très peu de la potentielle rétractation de Salah Abdeslam qui n'a pas utilisé sa ceinture explosive et on passe tout de suite sur des débats de société. On se demande déjà quelle sera la plus-value pour faire société de ce procès, et alors qu'il y a des questions précisément qui doivent être tranchées dans une enceinte judiciaire et qui ne le sont pas encore. Mais ces questions peuvent-elles vraiment être tranchées? Géraldine Cazut, prenons l'exemple de la fameuse ceinture d'explosifs de Salah Abdeslam. Est-ce qu'il a voulu l'activer, ça n'a pas fonctionné, ou est-ce qu'il a finalement renoncé à le faire dans une sorte de sursaut moral? On n'aura peut-être jamais la réponse à ces questions-là, en tout cas pas dans le cadre de ce procès. Non, effectivement, on n'aurait peut-être jamais les réponses à ces questions-là. On peut s'interroger sur, effectivement, est-ce qu'il a choisi de faire défection ou est-ce que simplement son matériel était défectueux. Mais finalement, je rejoins assez Monsieur Palumbo sur le fait qu'on aurait tort, je crois, de se focaliser sur Abdeslam, qui en fait contribue peut-être à rendre un petit peu ce procès spectaculaire au sens vraiment de société du spectacle à ce niveau-là, dans la mesure où le vrai problème, le vrai enjeu n'est pas sur Abdeslam. Il a incarné en procès parce que justement on cherche une personne pour incarner finalement ce mal qui a frappé la France le 13 novembre. Mais finalement c'est bien au-delà. C'est effectivement toute une organisation qui était derrière. C'était un attentat qui était extrêmement structuré. Tous les coupables, tous les responsables ne sont pas sur le banc des accusés, mais on doit choisir aussi un bouc émissaire et je crois qu'on doit faire très attention. On doit faire très attention avec ça pour ne pas manquer en fait les vrais enjeux et les vraies questions qui nous sont
cherchons à dresser. À travers Abdeslam, on voit que cette idéologie est toujours vivante, qu'elle est toujours rappelée. On doit faire aussi attention à ce que le procès ne devienne pas une tribune pour Abdeslam, parce que c'est lui en fait qui est au centre de tous les débats, tout en sachant que voilà, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au Sahel pour voir les effets que potentiellement des procès, le fait qu'on parle pratiquement que de ça maintenant dans les médias ces derniers temps, peuvent avoir dans la société française. On n'oublie pas que c'est des gens qui se sont radicalisés ici. C'est pas comme le 11 septembre où en fait la menace était extérieure. Là, le 13 novembre, c'était une menace entre guillemets qui venait de l'intérieur. C'était une menace endogène. Ce sont des gens qui se sont radicalisés ici. Donc c'est aussi ça qu'on doit adresser finalement dans ce procès. Il nous reste quelques minutes avant de se quitter. Alors j'aimerais bien justement qu'on dise un mot quand même, voire deux, sur ce procès du cerveau présumé du 11 septembre à Guantanamo. Pierre Hazan, on a entendu un peu votre scepticisme tout à l'heure. Pour vous, il n'y a rien à attendre d'un procès comme celui-là ? Écoutez, ça, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je crois qu'il y a eu 8 procès jusqu'à présent de personnes qui étaient incarcérées à Guantanamo. Et pour mémoire, il y avait à peu près 340 personnes qui ont été arrêtées à Guantanamo. Et donc, s'il y a eu si peu de procès jusqu'à présent, c'est quand même très très frappant. Et la raison est toute simple, et on le sait bien, c'est que ces gens-là ont été torturés. Donc, en matière de justice, et Monsieur Palumbo l'a rappelé tout à l'heure, il y a des règles élémentaires qui s'appliquent, et notamment celle effectivement de ne pas torturer les accusés. Donc, on en revient finalement à un exercice extraordinairement difficile de la justice américaine, parce que d'un côté, pour la société américaine, cela aurait énormément de sens de faire un grand procès historique. Et donc la dimension de spectacle a aussi une valeur heuristique. Puisque, imaginez Nuremberg, si Nuremberg n'était simplement pas un spectacle, c'est aussi la dimension spectaculaire qui en a fait une leçon de pédagogie et d'exemplarité. Donc il y a un certain nombre de procès qui effectivement ont pour but, au-delà de la cour d'assises et ce qui se joue à l'intérieur, de donner en quelque sorte une leçon d'histoire. Après on peut la contester ou ne pas la contester, mais cette dimension-là de pédagogique est pour moi extraordinairement essentielle. J'ai très peur, mais peut-être que je me trompe, si les Américains arriveront à faire un grand procès comme les Français sont peut-être en train de le faire. Guglielmo Palumbo, pour clore ce débat, finalement, il vaut mieux une justice spectacle, comme on le voit à Paris ces jours-ci, qu'une justice opaque, comme dans le cas du procès du cerveau du 11 septembre. Alors, il faut pas oublier que le procès du cerveau du 11 septembre, comme vous l'appelez, est un procès militaire. Et donc, je pense qu'on peut pas parler de justice américaine, il faut parler de justice militaire. Il y a cette fameuse phrase de Clémenceau qui disait que la justice militaire était à la justice, ce que la musique militaire est à la musique. Et donc, cette farce que représente le procès du potentiel cerveau des attentats du 11 septembre n'est autre que il est devenu en tout cas une tribune justifiée des défenseurs des 5 accusés pour les faits de torture dont ils se plaignent. Et il faut aussi rappeler que les accusés, en l'occurrence, sont jugés après 15 ans de détention. Donc ça pose toutes les questions possibles et imaginables en matière de respect des droits de l'homme et en matière de crédibilité de la justice militaire et pénale, en l'occurrence. Un grand merci à vous trois, Guglielmo Palumbo, avocat pénaliste, Pierre Hazan, journaliste, et Géraldine Cazus. Excusez-moi, ça fait 20 ans que je suis plus journaliste, mais c'est pas grave. Mais journaliste un jour, journaliste toujours, Pierre Hazan. Mais vous avez le temps, corrigez-moi, dites-moi comment vous auriez aimé être présenté. Écoutez, je travaille pour le Centre pour le dialogue humanitaire. Voilà, alors la prochaine fois j'y songerai. Merci à vous en tout cas, et merci à vous, Géraldine Cazus, chercheuse au Centre Suisse Islam et Société. Bonne soirée à tous les trois. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Forum, Agnès Aspinard, Renaud Malik. Et à 18h52, l'heure de notre Forum des idées. Ce soir, on est avec Judith Zaguri. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice de la compagnie Shanju. C'est un laboratoire de recherche théâtrale sur la présence animale. Vous lancez dès demain soir une performance en collaboration avec le théâtre de Vidi. Mais peut-être d'abord, pour commencer, c'est quoi la recherche théâtrale sur la présence animale ?
On se pose beaucoup de questions sur la légitimité d'amener un animal sur scène et comment faire si on le fait pour le faire bien et pour montrer sa personnalité, comment ça peut servir à son espèce, à lui-même, comment le faire dans des conditions qui soient intéressantes pour lui et pour tous les gens qui se confrontent à cette aventure d'amener un animal sur scène. Donc vous réfléchissez énormément à ça avec vos collègues. Demain, du coup, vous lancez une série de performances avec des animaux. Alors comment vous y êtes pris pour élaborer ces performances ? Alors sur ce spectacle-là, c'est très particulier parce que c'est le théâtre qui vient chez les animaux. Donc il faut imaginer que dans le manège, qui est donc ce ne sera pas au théâtre de Vidy, mais à Gimel. Voilà, c'est à Gimel. Donc le théâtre a débarqué à Gimel. On a une salle de spectacle dans le lieu de recherche en fait, dans ce manège où on teste beaucoup de choses avec les animaux. C'est un endroit où on vit avec les animaux qui participent au spectacle. C'est jamais des animaux qu'on va prendre pour un événement, puis après on va les redonner quelque part. C'est vraiment des compagnons de vie. Et dans ce spectacle-là, ce qu'il y a de particulier, c'est que ce sont les amis des animaux, les gens qui travaillent avec eux depuis très longtemps, qui créent ce spectacle avec les animaux tous ensemble. C'est vraiment un travail collectif où l'animal participe à la création et sans idée vraiment préconçue avant. Donc ça a été vraiment une écriture de plateau dans l'univers des animaux avec toute la compagnie et les animaux eux-mêmes. Mais justement, comment on coécrit quelque chose? Il y a des chèvres, des cochons, des chevaux. Comment on coécrit justement avec un animal? Alors, on coécrit en passant énormément de temps avec lui, en apprenant un petit peu à communiquer avec lui, à trouver des codes qui soulèvent parfois des questions comme celle du dressage ou de l'apprentissage, où on arrive en fait à se faire comprendre de lui, à l'écouter, parfois à reproduire certaines choses avec lui, mais aussi on le laisse exister aussi sans présence humaine dans un univers qui doit avoir du sens pour lui. Donc il doit y avoir des enjeux dans cet espace et ça dépend en fait de chaque espèce. On travaille beaucoup avec les chèvres. Les chèvres, par exemple, adorent monter sur des choses, sur des hauteurs. Et puis, quand on met plusieurs chèvres ensemble, eh bien, il y a tout à coup des choses, des jeux de pouvoir parfois, des histoires de hiérarchie, ou simplement du jeu. Alors, c'est créer aussi un lieu qui ait du sens pour les animaux. Et voilà, ils développent des comportements qui sont très intéressants à voir parce que ça en dit long sur leur espèce, mais sur les rapports en général entre les individus. Mais Judith Zagouri, est-ce qu'on pourrait pas imaginer qu'un artiste de cirque qui travaille avec des chevaux, justement, tienne exactement le même discours et disent il y a une forme de partage avec l'animal. Bien sûr qu'on peut imaginer ça. Mais vous ne seriez pas d'accord avec lui? Je sais pas si je serais d'accord avec lui parce que moi, je suis un petit peu... j'ai vraiment l'impression qu'il faut créer avec l'animal et pas à venir avec une idée préconçue de vouloir faire telle ou telle chose en passant par un dressage spécifique qui serait toujours le même et répétitif pour obtenir un comportement. Là, vraiment, ce qui est un petit peu obsédant dans le travail qu'on fait, c'est de créer ou bien de ne pas faire telle ou telle chose si l'animal n'est pas d'accord ou s'il propose autre chose, pouvoir rebondir. Donc, il y a toujours une grande part d'improvisation et de laisser être dans ce type de rapport. Mais justement, vous parlez d'improvisation. Est-ce qu'il y a une forme d'uniformité, de représentation en représentation, ou finalement c'est un peu l'improvisation chaque soir? Il y a une part d'improvisation, mais les animaux qui connaissent en fait, ils comprennent assez vite de quoi il s'agit, ils savent à peu près quand ils vont rentrer, dans quel ordre et ce genre de choses. Même si parfois on ouvre la porte sans un ordre défini, finalement par la répétition de fait, il y a quand même quelque chose qui se dessine. Et puis il y a des suggestions qui reviennent régulièrement. Maintenant il y a d'autres facteurs qui sont compliqués. C'est la météo, c'est par exemple là les juments en ce moment sont toutes en chaleur, donc forcément ça raconte autre chose. Et puis comme elles sont pas dans un mouvement où elles sont montées, contenues, ça fait partie de comportements qui peuvent complètement chambouler certaines scènes parce que si elles se retrouvent avec un mâle en même temps, elles peuvent décider de quitter leur partenaire de jeu pour aller faire autre chose. Voilà, par exemple. Donc, c'est partie de... On sait que par exemple dans les cirques, ils vont faire attention à ce que les animaux fassent leurs besoins avant d'entrer en piste. Vous allez pas faire attention à ça? Alors absolument pas. C'est d'ailleurs parfois, non, c'est pas gênant, mais c'est vraiment quelque chose qui est fait complètement. Généralement, c'est ce qui commence par faire la plupart du temps. Donc c'est le trac, peut-être. C'est le trac ou je sais pas, le mouvement, le plaisir de changer d'endroit pour faire ses besoins, de changer de litière, je sais pas. Mais les gens, ils viennent. Ça ressemble à quoi au final cette performance et qu'est-ce que les gens viennent chercher quand ils viennent à vos représentations justement?
J'ai l'impression que je crois, en tout cas, qu'ils viennent pas voir un spectacle où il y a des attentes vraiment pour voir des animaux faire des exploits, mais c'est plutôt dans l'idée de passer du temps à observer des animaux qui ne sont pas contraints et de rentrer peut-être dans leur temporalité, dans des rythmes parfois assez lents ou dans des scènes qui se passent réellement devant eux, des moments de vie, des moments de partage, un temps imposé aussi par l'animal. Et ça, c'est assez beau de se mettre au rythme d'un être qui n'est pas forcément un être humain. Avant, vous mentionnez le mot dressage. Vous préférez parler en fait d'apprentissage dans ce contexte ? Mais je sais plus. Je suis un peu perdue avec toutes ces questions-là parce que je me demande dans quelle mesure on dresse pas aussi des gens à certains moments. Quelle est la différence entre apprendre quelque chose à un tout petit enfant ou à un animal ? On utilise parfois la récompense aussi, parfois. Enfin, je sais pas. Là, c'est des questions, je vous avoue, avec ça. Et dans le spectacle, d'ailleurs, on se retrouve quand même à récompenser souvent dans les interactions, quand il y a des interactions entre des humains et des animaux, les animaux pour soit leur dire c'est super ce truc-là précisément, ou pour continuer à motiver. Alors est-ce que c'est du dressage, est-ce que c'est du code commun et remercier et puis pour continuer à se faire comprendre, voilà. En tout cas, dans le respect des animaux, à l'écoute et à leur rythme. Ça, on l'aura retenu. Merci beaucoup, Judith Zaguri. Perspective, c'est le nom de votre performance. C'est dès demain à Jimel. Une bonne soirée à vous. Merci. Et maintenant, Renaud, un petit mot de météo. Un tout petit. Demain vendredi, généralement nuageux, pas ou peu de soleil, des averses probables un peu partout, notamment dans les Alpes. La météo avec la vente en ligne alloboisson.ch, livraison au bureau et à la maison. Infotrafic RTS. Avec la campagne Chemin de l'école du BPA, attention, un enfant, ça surprend. Soyons prêts à réagir. Le trafic est toujours fortement ralenti sur l'axe Vevey-Genève entre Lausanne-Blécherette et Rolle en direction de Genève. Et c'est la fin de cette édition de Forum. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Il est 19h sur la première et sur RTS2. Bonne soirée. Retrouvez Forum en vidéo sur rtsinfo.ch, RTS Info en continu et sur les réseaux sociaux.